Donc enchanté à tous, je m'appelle Rémi Bois et donc je vais vous parler d'estimation d'audience web géolocalisée. On va rentrer dans le détail assez vite. D'abord un petit mot sur moi. Donc, je suis data scientist à Ouest France Multimédia, qui est une filiale du groupe Ouest France. On s'occupe des 3 sites Ouest France Auto, Ouest France Simo et ouestfranceemploi.com. Et puis je travaille aussi pour la régie publicitaire du groupe Ouest France qui s'appelle Précom. Donc, data scientist, j'ai fait une thèse en informatique et je m'intéresse à tout ce qui est machine learning, IA. Et donc, à Ouest France Multimédia, je travaille autour de ces thématiques et de la data, mais aussi un peu de marketing avec de la segmentation de clientèle, détection de temps fort, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler publicité et audience web d'un point de vue géolocalisé. Alors, on va faire un petit rappel sur ce qui se passe au niveau de la publicité en ce moment. Le marché qu'on appelle print, c'est-à-dire la publicité imprimée dans les journaux ou dans les magazines, elle est en baisse depuis quelques années maintenant. Et donc ça, c'est un gros manque à gagner pour les journaux aujourd'hui. Heureusement, il y a la publicité digitale, donc sur les sites web, que ce soit affiché via mobile ou sur vos PC, qui, elle, augmente depuis à peu près à la même période, sauf qu'elle augmente moins vite, en gros, que le print ne baisse. Donc ça pose quelques problèmes d'ordre financier. Mais on va laisser un peu les questions financières de côté pour aujourd'hui. Le problème avec la publicité, je ne sais pas si vous vous souvenez des années 90, mais on avait tendance à voir des publicités un peu comme ça, qui brillent, qui clignotent, qui sont souvent mensongères. Et du coup, ça a eu un impact très négatif sur les utilisateurs, les internautes, vous et moi. Quand on se balade sur Internet, on a plutôt un mauvais a priori sur la publicité. Et c'est vrai aussi pour les professionnels, en fait, qui n'ont pas envie de voir leur image de marque dégradée avec des publicités de ce genre-là qui rendent forcément une mauvaise image. Donc en fait, il y a quand même pas mal de solutions qui ont été développées depuis les années 90 pour pallier à ce problème, notamment en termes de qualité. Donc il y a des consortiums qui se sont mis d'accord pour dire qu'on n'a plus le droit de faire des pop-up, on n'a plus le droit de faire des choses qui clignotent. Donc ça, normalement, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et puis, ce qu'on travaille beaucoup depuis quelques années, c'est une question de pertinence avec de la personnalisation de la publicité pour les internautes. Et l'un des aspects de cette pertinence, c'est pas seulement les goûts de l'internaute, c'est aussi ce qu'il aime. Donc là, je vous ai mis un exemple de fausse pub où on voit très bien que je suis pas designer sur une fausse publicité pour des cours d'onologie chez mon caviste à Louvernay, juste à côté de Laval. Ben voilà, moi, j'habite à côté de Laval, ça m'intéresse pas d'avoir de la publicité pour un caviste qui habite Bordeaux. Donc pour qu'on puisse me proposer ce genre de publicité, il faut qu'on connaisse où j'habite et mes centres d'intérêt. On va passer sur tout ce qui est question de vie privée aussi, hein. On pourra y revenir pendant la question s'il y en a, mais on va se dire qu'on est dans un monde parfait où personne ne fait de choses incorrectes avec vos datas. Et donc on a intérêt à savoir où est-ce que vous êtes et quels sont vos intérêts. Donc ok, notre objectif c'est plutôt d'avoir des publicités comme celle-ci et donc des informations sur la géolocalisation. Cet intérêt sur la géolocalisation, elle vend en poupe en ce moment. Donc ça, c'est une photo de Snapchat qui a sorti une application pour diffuser de la publicité dans un rayon autour de votre magasin, typiquement. Waze fait ça très bien. Et puis Google et les plateformes RTB. Donc les plateformes RTB, on va en reparler un peu après. Ce sont des plateformes qui vous permettent de programmer des campagnes publicitaires. Eh ben, elle propose en général de cibler avec de la géolocalisation. Google et les plateformes RTB, en général, c'est au niveau du code postal. Ça ne va pas plus précis que ça. On ne vise pas votre rue en général. Donc voilà, ok. Quelles solutions on peut utiliser pour mettre en place des campagnes géolocalisées? Eh ben, on va s'intéresser surtout, ça c'est ce que nous propose Google, où il nous promet qu'on va pouvoir cibler un code postal en particulier. Mais si je veux faire une campagne pub dans 2 semaines, il va falloir que je puisse savoir à peu près combien d'affichages publicitaires je vais pouvoir faire sur mon site dans 2 semaines. Okay, donc ça implique d'être capable de prédire et d'estimer le nombre d'affichages que je vais faire sur une période. Et en fait, quand on regarde la carte que nous propose Google, c'est une carte avec plein de trous, comme vous voyez ici. En fait, il est capable de viser, de faire de la publicité géolocalisée uniquement sur les grosses agglomérations. Et donc là, il y a un petit point entre Rennes et Le Mans sur la carte. Je ne sais pas si vous situez Le Mans, mais alors le petit point, c'est Laval. Et juste au-dessus, je suis censé avoir le code postal de Louvernay, mais là, je ne peux pas le viser. Donc moi, je ne peux pas viser mon caviste sur de la publicité géolocalisée sur son code postal. Si on regarde les petites lignes de Google, il nous dit qu'en fait, oui, on peut cibler tous les codes postaux, sauf ceux qui sont trop petits
parce que ça pose, il parle notamment de la vie privée, mais c'est plus des problèmes d'être capable sur ces petits codes postaux d'avoir des estimations précises en fait. Parce qu'on va faire peu d'affichage, donc il ne faut pas trop se planter. L'intérêt en fait pour nous et pour tout le monde d'être capable de prédire ces volumes d'audience, c'est que si je vais voir mon caviste à Louvernay et que je programme ma campagne publicitaire, il faut que je puisse lui dire en avance combien il va faire d'impressions pour qu'on puisse se mettre d'accord, notamment sur le prix auquel je vais lui vendre sa publicité. En fait, il y a d'autres options que Google pour pouvoir faire ces prédictions. AppNexus, c'est une plateforme RTB dont je vous parlais avant. Elle propose Yieldx, qui est un outil qui se base sur du machine learning qui est hyper efficace et qui va être capable de prédire vraiment les audiences publicitaires de façon précise. Le problème, c'est que c'est très compliqué à faire, et vu que c'est compliqué à faire, ils le vendent cher, ils ont raison. Donc on va un peu laisser de côté cette solution. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez l'utiliser, mais je pense pas que ce soit. Il faut vraiment faire que de la pub à plein temps pour que ça ait un intérêt. Et dans des gros volumes. Alors pourquoi en fait ils le vendent très cher? C'est parce qu'en fait ce qu'ils proposent, c'est l'espèce de courbe bleue là que je vous montre ici, où on a le nombre d'impressions par jour sur un code postal donné. Et donc là, vous voyez que la courbe bleue, elle bouge tous les jours, on a des potentiels différents. Et encore, si je vous le mettais par heure ou par minute, ça ferait vraiment le yo-yo sans arrêt. Donc nous, aujourd'hui, on ne va pas essayer de calculer cette courbe bleue parce qu'on n'a pas des centaines de milliers d'euros et on n'a pas un temps infini à y passer. Mais on va essayer en fait de calculer plutôt une moyenne, donc ça va être la courbe orange, ou alors un minimum, la courbe grise. Comme ça, quand je vais voir mon caviste à Louvernay, je lui dis, bah voilà, au minimum, je peux vous promettre d'avoir tant d'impressions pendant votre campagne publicitaire. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir avoir cette courbe grise? Et puis là, attention, hein, on est sur un code postal. Mais là, je vous montre le code postal de Louvernay où j'habite, donc celui en haut à droite, et le code postal de Laval, plutôt en bas à gauche. Ils font à peu près la même taille. Je peux vous assurer que le nombre d'habitants est totalement différent. Louvernay, c'est assez rural, alors que Laval, c'est une zone urbaine. Donc voilà, donc on voit que pour deux codes postaux différents, on va avoir des potentiels complètement différents aussi. Donc il ne va pas falloir oublier ça. Ok, ben on va se mettre au boulot. Alors, d'abord, on va garder les choses les plus simples possibles. On n'essaye pas d'avoir la courbe bleue, donc on oublie tout ce qui est saisonnalité. On oublie que quand il pleut, il y a plus ou moins d'impression que quand il fait beau. On oublie les week-ends, on oublie les jours fériés, tout ça. On va vraiment chercher une moyenne globale sur une journée dite normale. On ignore aussi tous les petits problèmes techniques qu'on peut avoir, les zones blanches, je sais pas, un code postal où on n'a ni accès à Internet et où le réseau mobile n'est pas suffisant pour naviguer confortablement. On va faire quasiment aucune impression publicitaire. Voilà, on les laisse de côté, on les oublie, on se dit que ça n'existe pas. Et puis on va se dire qu'il y a un indicateur qui est vraiment presque le seul pertinent pour pouvoir prédire notre nombre d'impressions publicitaires, ça va être le nombre d'habitants. Je vais me dire, ok, pour 100 habitants, je vais pouvoir faire 10 impressions, par exemple, quelque chose comme ça. Ok, on a des suppositions. Maintenant, il nous reste à avoir des données. Donc les données, c'est facile. On programme une campagne publicitaire sur un outil comme AppNexus sur une journée. On essaye de voir sur une journée combien on peut récolter au maximum. On fait attention quand même à ne pas faire ça la veille de Noël, histoire de ne pas avoir des chiffres qui sortent de l'ordinaire. Et puis on va tester ça sur pas mal de codes postaux, histoire d'avoir un peu une vue d'ensemble. Et on va voir si on va pouvoir en tirer quelque chose. Troisième étape, normalement, j'ai juste à regarder le nombre d'habitants et le nombre d'impressions. Est-ce que j'ai gagné? Et là, c'est la grosse déception. En fait, non, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à Laval, j'ai 12 fois plus d'habitants que Louvernay, sauf que j'ai 40 fois plus d'impressions. Donc en fait, prendre uniquement le nombre d'habitants pour estimer un potentiel d'audience, ça ne marche pas du tout. Je vous ai mis les chiffres sur la droite, c'est 0,1 impression par habitant à Louvernay et c'est 0,6 impressions par habitant à Laval. Donc complètement différent. Bon zut, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, le problème, c'est que notre modèle il est tout simple et avec une seule variable, on ne va pas pouvoir estimer le nombre d'impressions. On pouvait s'y attendre, ça aurait été un peu trop beau pour être vrai, mais toujours vérifier que le plus simple possible ne fonctionne pas avant de se mettre à faire des choses compliquées. Donc je ne sais pas ce que vous faites vous dans la journée, mais moi j'ai beau habiter Louvernay, je bosse à Rennes et la journée je suis une bonne partie du temps devant mon PC. Et en fait, quand je fais des impressions publicitaires dans la journée, et même dans ma vie, je vais en faire beaucoup plus à Rennes qu'à Louvernay le soir quand je rentre chez moi. Du coup, l'autre critère qu'on va prendre en compte plutôt que le nombre d'habitants, ça va être le nombre d'emplois qui sont sur un code postal donné.
nombre d'emplois. Et puis on va même pouvoir être un peu plus précis que ça et se dire que un emploi de cadre, de dirigeant ou d'ingénieur, ça va sûrement faire plus d'impression qu'un artisan ou qu'un agriculteur. Et puis on va prendre aussi une information sur la ruralité, dont je ne parle pas trop dans les slides, mais en gros on va avoir ces 3 critères-là, le nombre d'emplois, le nombre d'habitants et la ruralité de la zone pour pouvoir faire des estimations. Donc là on a des nouveaux paramètres. Donc on va pouvoir calculer un nouveau modèle qui va être un peu plus simple. Avant c'était juste un produit en croix avec le nombre d'habitants, donc on essayait de faire vraiment très simple, il n'y avait pas besoin d'un statisticien ou d'un data scientist pour ça. Là, on va être obligé d'avoir 3 critères, ça reste quand même petit, c'est pas vraiment de la data science, et puis il n'y a pas vraiment de machine learning, on est sur de la statistique là. L'avantage, c'est que l'open data va nous donner tout ce qu'on veut en termes de nombre d'emplois et en termes d'habitants et de ruralité. Donc ça, c'est cool, il n'y a rien à aller chercher ou à aller acheter à l'extérieur. Ok, et là, ok, ça marche, super. On a moins de 10% d'erreurs, là, moi, en utilisant juste ces 3 critères, j'arrive à avoir moins de 10% d'erreurs sur tous les codes postaux de l'Ouest. Sachant que je m'évite de calculer le nombre d'impressions sur des très grosses villes comme Rennes ou Nantes, parce que là on peut se dire que le potentiel est quasiment infini finalement, tellement il y en a par rapport à des zones comme Louvernay ou Laval. Est-ce qu'on a fini? Eh bien pas tout à fait, parce que notre rendu pour l'instant c'est un fichier Excel ou un fichier d'un autre type. Donc je ne sais pas si ça vous parle trop, mais on a les codes postaux sur la première colonne, on a le nombre d'impressions sur la deuxième, et on ne se rend pas du tout compte en fait de la réalité. Donc certes, on a récupéré des données, on a été capable de faire des estimations, mais ce serait dommage de s'arrêter à un fichier Excel. Du coup, on va essayer de faire de la cartographie et de voir sur le territoire comment est-ce que se répartissent ces potentiels d'impression. Donc là, on sort la boîte à outils. Là, c'est plus un boulot de développeur. Mais donc là, je vous dis ce que j'ai utilisé. Donc Leaflet, c'est du JavaScript. OpenStreetMap, D3JS. Et puis, je mets le nom du repo que j'ai utilisé, qui avait 3 ans à peu près. Donc je ne vous conseille pas spécialement de l'utiliser si vous voulez faire ça. Vaut mieux suivre les tutos de Leaflet. Mais ça m'avait pas mal aidé pour démarrer, vu que je n'avais jamais fait de cartographie avant. Et donc ce qu'on obtient avec pour moi, ça a été 2 jours de travail, je crois. Mais bon, je ne savais pas faire de cartographie, donc quelqu'un qui sait faire ça, il va vous le faire en moins d'une journée. Et ben, on obtient ça sur l'Ouest avec les zones rouges qui ont très peu de potentiel, les zones, et puis plus c'est vert, en gros, plus il y a des forts potentiels. Donc là, on voit bien qu'il y a des zones où ça va être difficile de faire des impressions, ou en tout cas, on va en faire peu. Mais à Louvernay, là, je suis en jaune-orange, donc finalement, ça va, je vais pouvoir faire de la pub pour mon cavis, je suis content. Voilà. En conclusion, il y a plusieurs messages là-dedans. C'est qu'effectivement, il y a des problèmes qui sont compliqués. Prédire la courbe bleue, c'est quasiment impossible à moins d'avoir une équipe et un assez gros budget. Là, finalement, pour quelques centaines d'euros, et puis moi j'ai dû bosser 30 jours dessus, mais alors vraiment de l'exposition de l'idée au rendu final de la cartographie et les réunions pour débriefer, etc. Donc c'est en gros une trentaine de jours. On peut faire quelque chose qui suffit pour faire du business et puis pour penser correctement ce que c'est qu'un potentiel d'impression et puis pour avoir une idée avec la cartographie. Par contre, il faut faire attention à toujours bien connaître, évaluer ses biais et les partager. Donc si vous me demandez demain d'utiliser les données que j'ai sorties pour faire un jour de campagne, je vous dis vous êtes fous, parce que moi je suis sur une moyenne. Donc si c'est une journée un peu basse, je ne vais pas être capable de les obtenir. Et puis il y a d'autres biais que je n'ai pas mentionnés ici, mais c'est très important de bien les connaître et de les partager. Voilà, et puis surtout, vous n'arrêtez pas un fichier Excel quand on vous demande de réaliser quelque chose. Il faut aller plus loin et mettre la data en forme pour pouvoir l'exploiter correctement et qu'elle serve à penser et qu'elle ne soit pas juste conçue comme un outil qui résout un problème. Il faut qu'elle permette d'avoir d'autres idées et d'aller plus loin. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez quelques questions, je pense qu'on a encore quelques minutes. Si vous avez quelques questions, je vous laisse manifester. Au niveau de... Parce que là, on voit pas mal de choses. Déjà, au niveau cartographie, bien, parce que même en 2 jours, sans rien y connaître, c'est quand même sympa. On voit que tout ça, ça se complique. Est-ce qu'aujourd'hui, des petites sociétés qui ne connaissent pas grand-chose, est-ce que c'est suffisamment accessible pour qu'aujourd'hui, ils puissent ou avoir des détections business ou mieux comprendre justement la data, parce que les villes ouvrent de plus en plus au niveau de leur data. Est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'investir un petit peu de temps là-dedans pour essayer de mieux comprendre justement
En fait, l'open data, elle est vraiment accessible et elle est assez bien structurée. Donc, un développeur classique, il va pouvoir l'exploiter. Là, en fait, la seule étape qui peut poser un peu problème, c'est celle-ci où il y a un petit peu de stats. Mais en fait, ce qui est important, là, on a 3 critères et il suffit de se poser les bonnes questions. En fait, c'est souvent ça. Si on se pose les bonnes questions, la réalisation derrière n'est pas très complexe. Donc là, je vous ai parlé d'emploi, de nombre d'habitants. En fait, il y a quelques critères qu'il faut bien fixer. Typiquement, quand je compare deux codes postaux, s'ils sont complètement identiques et qu'il y en a un qui a juste un peu plus d'habitants ou un peu plus d'emplois, je veux absolument qu'il ait plus d'impressions possibles. Donc voilà, il y a des critères comme ça qui vont restreindre la formule qu'on peut obtenir à la fin. Mais finalement, même sans être un statisticien, même sans trop s'y connaître, en tâtonnant, si on a bien mis nos limites, si on a bien fixé tous nos biais et qu'on ne fait pas n'importe quoi, on peut s'en sortir et avoir des résultats qui sont relativement corrects, quoi. Alors peut-être pas 10% de taux d'erreur, mais à 15 ou 20, c'est pas grave. Même si vous avez 25% de taux d'erreur, c'est pas grave. Vous diminuez tous vos chiffres de 25%, et puis vous savez que vous ne vendrez pas toujours le maximum de ce que vous êtes capable de réaliser, mais au moins vous avez une estimation basse de ce que vous pouvez faire. Donc toi, tu préconiserais quand même systématiquement d'avoir une pondération sur les résultats, ou en tout cas d'appliquer une marge d'erreur systématique. Ouais, là, il y a vraiment une notion de risque derrière, parce que là, nous, c'est des clients qu'on va avoir derrière, hein, donc si on n'est pas capable de remplir notre promesse, on a un vrai problème. Donc voilà, donc là, il y a une notion de risque, et voilà, une très bonne solution pour s'en abstraire, c'est de diminuer les potentiels, et comme ça, le risque est diminué. Mais en fait, on peut aussi se dire... ouais, mais en fait, moi, en étant malin, en mettant ma publicité au bon moment de la journée, je vais être capable de faire plus d'impressions. Donc en fait, avec les gens qui gèrent la programmation de campagne, qui n'est pas moi du tout, hein, ce sont des gens qui s'y connaissent, qui font ça, ils peuvent dire, ouais, bon, bah ok, là, on a fait quelque chose de moyen, mais je sais que la semaine prochaine, c'est une semaine de vacances, il va faire beau, donc on va avoir moins de potentiel. Et donc eux, ils vont pouvoir jouer là-dessus, ils vont pouvoir modifier ces chiffres un peu à la volée, en fonction de leur intuition et de leur expertise. Donc si je te suis bien... moi, par exemple, qui dirige une petite boîte, là, je vois bien l'intérêt pour être plus précis sur des actions. Est-ce qu'on peut même imaginer, du coup, en amont, de cibler mieux qu'on le fait aujourd'hui des actions commerciales? Parce que j'imagine que forcément, là, on parle d'emploi. Enfin, moi, par exemple, je suis en plein dedans. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, telle zone, ça peut être moins intéressant à attaquer parce que les commerciaux terrain, ça coûte cher, nanana, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, par exemple, chez vous? C'est quelque chose qu'on essaye de développer parce qu'on a une grosse force commerciale aussi. Mais finalement, en fait, vous prenez cette carte, vous prenez n'importe quelle carte sur Google qui vous donne la densité de population. Il y a quelques différences. Typiquement, sur cette carte-là, on a Lannion qui fait énormément d'impressions, alors qu'elle a une densité assez faible, elle n'a pas énormément d'habitants. Donc qu'est-ce qui se passe à Lannion? Il y a des laboratoires de recherche d'Orange, des gens qui sont sur ordinateur toute la journée et qui passent leur vie sur le web. Donc forcément, ils font de l'impression publicitaire, hein. Même s'ils travaillent, il y a de l'impression publicitaire derrière. Donc en fait, il y a tous ces cas un peu particuliers qui ne seront pas détectés si on a des approches plus simples. Mais ça peut tout à fait être appliqué pour de la priorisation de commercial, etc. Mais voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous prenez juste une carte de la démographie en France et vous avez déjà un bon a priori finalement. Merci Rémi. De rien. Vous pouvez l'applaudir ?